C'est une matinée particulière pour ces élèves d'un collège danois. Des éducatrices sont venues y parler de discrimination, de racisme, de terrorisme. Également au menu de la discussion ce jour-là, la liberté d'expression et ses limites. La prise de parole est parfois malaisée. Dans le sillage des attentats de Paris, le débat pourtant a été vif parmi les élèves. L'idée d'avoir cet atelier dans notre école vient du fait qu'on est dans un quartier où les enfants viennent de milieux très différents. Dans une école comme la nôtre, les discussions peuvent parfois être très dures. Et quand des choses extrêmes arrivent autour de nous, cela a bien sûr un impact sur ce qui se passe dans les salles de classe. Et le débat est plus intense, les opinions sont plus tranchées. Alors on espère que ce type d'atelier nous aidera à faire face à ce qui pourrait arriver. Nous sommes à Aarhus, deuxième ville du Danemark, et pionnière d'un programme de lutte contre l'extrémisme que le Parlement danois vient d'étendre à l'ensemble du pays. Une initiative qui s'intègre à la politique nationale de lutte contre la criminalité et où coopèrent l'école, la police et les services sociaux. On a mis en place des réseaux régionaux de contacts et de personnes ressources dans les municipalités et à travers le pays. Tous ces gens sont des spécialistes de la radicalisation et de ses signes précurseurs. Le but est d'accroître la perception de signes inquiétants afin qu'on puisse intervenir très tôt, avant que le processus devienne violent. Depuis 2010, plus d'une centaine de jeunes Danois sont partis faire le djihad en Syrie et en Irak. L'un des taux les plus élevés d'Europe pour un pays de 5,5 millions d'habitants. Au cœur du modèle danois de lutte contre la radicalisation, son volet préventif. Il comprend notamment un réseau de tuteurs intervenant auprès de jeunes djihadistes potentiels ou avérés. Un travail de proximité qui contraint cet expert en contre-radicalisation à dissimuler son identité. Difficile de repérer un terroriste, dit-il. Mais la lutte contre l'exclusion sociale est essentielle à la prévention. Si on est en quête d'identité et qu'on se sent exclu de la société, l'une des manières d'acquérir une identité, de se sentir apprécié, de se voir reconnu, peut-être pour certains de choisir la voie de l'extrémisme. Vous avez été choisi et c'est un sentiment très puissant si on croit qu'on est l'élu. Alors on n'a plus peur de mourir, parce qu'on a été choisi. Et on peut justifier tous ces actes. C'est un prix très élevé qu'on est prêt à payer. Et c'est très difficile pour la société d'être à la hauteur, si on veut offrir une alternative à ces jeunes. En 2014, un seul départ vers la Syrie a été répertorié dans la région d'Aarhus, contre 30 l'année précédente. Le fruit d'un travail qui privilégie le dialogue plutôt que la répression, souligne le responsable du programme de déradicalisation à Aarhus. Soutien psychologique, aide à la formation ou à la recherche d'emploi sont proposés aux djihadistes danois revenus au pays. La solution de facilité pour assurer la sécurité, c'est de mettre les gens en prison. Ça, c'est le plus facile. Ce qui est plus difficile, c'est de s'assurer que l'on réintègre ces personnes dans la société danoise comme des citoyens à part entière. C'est difficile, mais c'est ce que nous pensons être la meilleure méthode. Ce jeune homme est parti à 2 reprises en Syrie, d'abord pour se battre contre le régime de Bachar el-Assad, aux côtés de l'armée syrienne libre, puis pour témoigner. C'est comme militant et plus comme combattant qu'il veut agir désormais. Beaucoup des jeunes qui sont partis là-bas et revenus sont des gens qui ne connaissaient pas le contexte, qui n'avaient aucune idée de ce qui se passe là-bas. Ils ont ce sentiment qu'ils doivent faire quelque chose pour lutter contre l'injustice. Alors ce n'est pas bon de les criminaliser. Il faut éduquer les gens. Un jeune de 17 ans est venu me voir et il parlait de partir en Syrie et de faire toutes sortes de choses. Il ne savait pas que j'y étais allé. Alors je lui ai parlé, je lui ai dit que j'étais passé par là, que ce n'était pas quelque chose pour lui. Je lui ai dit de finir son éducation, de faire quelque chose de bien de sa vie et pour les autres, qu'il ne ferait rien de bien s'il allait se battre en Syrie. Et qui ferait mieux de faire du travail humanitaire, d'envoyer de l'argent aux gens dans le besoin. Ce serait plus utile que d'aller se mêler au combat.
Le travail de contre-radicalisation repose sur un dialogue constant entre services sociaux, police, services de renseignement, familles, société civile ou encore instances religieuses. Cette mosquée de la banlieue d'Aarhus vient d'être saluée par la police de la ville pour sa coopération avec les autorités locales. Elle a pourtant longtemps été accusée d'alimenter et d'encourager les réseaux djihadistes. Une partie de la classe politique danoise réclame sa fermeture. Son directeur affirme être opposé à toute forme de terrorisme à l'encontre de civils, mais il refuse de condamner clairement les actes du groupe État islamique et met en garde contre ce qui, à ses yeux, ne peut que mettre de l'huile sur le feu. Ce que je dis, c'est que le fait que l'on critique à haute voix les guerres qui sont menées au Moyen-Orient et contre les musulmans, et qui ne mènent qu'à la destruction, cela ne veut pas dire qu'on est contre ce pays, ou qu'on est les ennemis de ce pays. Malheureusement, quand nous parlons ouvertement, on veut limiter notre liberté d'expression. Et quand d'autres que nous parlent et offensent l'islam, ils ont le droit de le faire. Ça doit s'arrêter. On ne peut pas planter des guerres et cueillir des fleurs. Le débat sur la lutte antiterroriste continue à faire rage au Danemark, comme ailleurs en Europe. Et le modèle danois ne fait pas l'unanimité. Nous rencontrons Nasser Kader dans un célèbre café de Copenhague. Pour cet ancien député danois d'origine syrienne et expert du Moyen-Orient, il est en tout cas loin de pouvoir endiguer un phénomène aux multiples ramifications. C'est difficile de convertir un djihadiste à la démocratie avec le modèle danois. Je suis d'accord sur le fait que cela a dissuadé quelques jeunes qui ont flirté avec cette idéologie. Mais la radicalisation est un processus, avec de multiples visages. Et le modèle danois n'est valable que pour le premier de tous ces visages. Un modèle sur lequel se penchent toutefois d'autres pays de l'Union européenne en marge des discussions sur un renforcement des mesures sécuritaires.